Euh, Moi, je ne vais pas présenter de la musique du tout. Euh, je vais juste présenter des pensées ou des réflexions. Euh, mais la musique que je mentionne ou qui est le point de départ de mes pensées est disponible sur le site web de Matralab. Si vous cherchez la pièce Native Alien dont je parle, vous, vous avez plusieurs manières de trouver. Il y a de performances, il y a de tests, il y a une sorte de trailer. Tout est là sur le site web et peut le facilement trouver et réécouter. C'est pour ça que je ne veux pas le jouer maintenant, parce que c'est trop long en fait. C'est 45 minutes et j'ai seulement 30 minutes. Voilà. Alors, du moment pas juste. Euh, je parle de la pièce Native Alien, qui est une pièce, un environnement logiciel ou une œuvre musicale, c'est pas clair dans quelle catégorie ça tombe. Développé au sein de Matralab en collaboration avec l'IRCAM Paris entre 2009 et 2015 par Navid Nawab, Joseph Brown, Benjamin Lévy et moi-même, en étroite coopération avec des musiciens solistes de différentes traditions musicales. C'est un dispositif, un environnement, une partition, qui peut faire de la musique en direct avec des musiciens improvisateurs dans une sorte de dialogue. Et c'est très compliqué comme interface, je ne vais pas commenter sur tous ces aspects. Et vous voyez la liste des musiciens, pour la plupart sont des musiciens assez connus dans leur genre de musique. Et voilà, on a 3 liens là. C'est juste pour 3 différents points d'accès pour la pièce, mais il y a aussi plusieurs performances entières de cette pièce. La chose qui se passe, c'est qu'on a un réseau neuronal qui trouve des connexions inédites au sein des matériels sonores enregistrés. Et on enregistre en temps réel, c'est-à-dire qu'on enregistre la performance et le logiciel en temps réel trouve des connexions entre le matériel. On peut voir au bas, on peut voir une visualisation de ça. Toutes ces lignes, les courbes là, sont des connexions entre 2 points de temps différentes. Et lors de la récomposition de cette musique, il fait toujours de saut d'un point à l'autre sur toute la longueur du fichier son enregistré. Et ça veut dire que plus on progresse dans le temps, plus le musicien joue, et il y a plus de possibilités de connexion, c'est-à-dire que la musique devient plus en plus riche en variété. Et le résultat original de ce système, qui s'appelle OMAX, c'est un résultat qui ressemble à l'instrument joué. C'est-à-dire, si on a quelqu'un jouer un saxophone, on entend un saxophone, et c'est vraiment, je ne peux pas faire la démonstration maintenant, mais c'est facilement sur le site d'IRCAM, on peut le trouver. On a vraiment l'impression que c'est un saxophone qui joue, alors que ce n'est pas le musicien qui l'a joué. Mais la musique jouée a toutes les propriétés de ce musicien-là. Si c'est un improvisateur d'une certaine école, d'une certaine manière de jouer le saxophone, ça va sonner comme lui. C'est un miroir un peu distordu, est-ce qu'on dit ça? Distorsionné, de la musique d'un individu. Et c'est exactement pour cette raison qu'on ne pouvait pas le jouer avec les musiciens, parce que les musiciens, eux, ils étaient tellement déroutés par cette apparence d'une autre présence qui ressemblait tellement à leur jeu qu'ils ne pouvaient plus jouer, souvent. Alors, Native Alien fait une autre chose. On prend cette machine, c'est-à-dire, on l'appelle c'est
c'est un réseau neuronal qui s'appelle Factor Oracle. C'est un type de manipulation de fichiers son qui apprend, mais qui apprend de manière égale. C'est-à-dire l'apprentissage ne va pas plus profond quand le temps déroule. Ça reste sur le même niveau. C'est toujours très excitant, très intéressant. Mais un improvisateur peut faire ça une fois. Un improvisateur logiciel. Et on a implémenté 8 improvisateurs en même temps qui improvisent de manière différente sur le même matériel. Déjà, on a une multiplication de sources sonores qu'on peut accéder. Et on pourrait, par exemple, switcher entre les différents improvisateurs. Comme ça devient moins comme un musicien et plus comme une machine. Il y a quelque chose là? OK. Et en plus, on a mis au-dessus, on a mis plusieurs couches de traitement sonore sur les résultats. Et aussi, on a extrait des partitions, comme on peut voir ici, de notes, de notations musicales, qui peuvent aider le musicien à avoir aussi un feedback visuel. C'est-à-dire, l'ordinateur propose au musicien certaines mélodies, certaines factures sonores, certains modes de jeu, visuellement aussi, pas seulement sonorement. C'est-à-dire c'est un environnement très complexe et là, chaque improvisateur a affaire à plusieurs flux musicaux qui apparaissent sur son écran. Je dois un peu... Voilà, c'est mieux comme ça. OK, ça c'est le réseau un peu structurel. Je ne peux pas expliquer tout ça, mais c'est l'architecture de ça. C'est-à-dire, il y a au coin, en bas, à droite, on voit le dispositif sonore, 8 haut-parleurs, et le musicien au centre, et le public entre le musicien et les haut-parleurs. C'est le dispositif qu'on a toujours adopté. Et voilà, on voit beaucoup de... Vous voyez que au max, c'est vraiment une petite surface dans toutes ces connexions. Et voilà, je ne veux pas expliquer cette pièce, je veux parler d'autres choses, c'est juste pour situer un peu mon discours. Voilà. Et un autre mot très important pour ce que je veux dire, c'est la composition. Et la composition est une notion qui a grandi et complexifié pendant des années. Alors, ce sont des assemblages notés sous forme de modèles de résultats. C'est-à-dire, on modélise un résultat qu'on veut obtenir avec un certain groupe de musiciens, un certain dispositif. Et on spécifie des actions que chaque musicien peut faire pour attendre, mettre en œuvre cette interaction avec d'autres joueurs. Par exemple, écouter à quelque chose de précis. Écoute seulement les auteurs. Tu réagis seulement aux auteurs, pas aux sonorités. Mais à un autre moment donné, tu vas réagir seulement au timbre et pas aux auteurs. Par exemple, c'est-à-dire ce sont des actions prescrites qui donnent un certain focus à l'écoute et qui créent des connexions variées, qui peuvent varier pendant le spectacle dure, entre les musiciens. C'est-à-dire, le but est toujours clair, c'est-à-dire, écoute le timbre. Voilà, on écoute le timbre et c'est-à-dire, ce but est très clair, mais le chemin à arriver, ça est totalement indéfini. Certainement, c'est indéfini quelle réaction ça évoque si tu fais ça comme improvisateur. Les autres joueurs peuvent être d'ailleurs naturellement des humains, c'est clair, mais aussi des animaux. On peut faire des compositions avec des animaux, avec des algorithmes ou des objets. Les autres peuvent être des experts d'une certaine manière de faire quelque chose, ou ils peuvent être de profanes, comme je dis, c'est-à-dire des gens qui interagissent pas consciemment avec
cet événement. Seulement par leur présence. Ils sont là, et voilà, ça agit sur l'événement. Les compositions sont toujours polyprocessuelles, c'est-à-dire chaque joueur peut avoir des objectifs différents, des chemins différents. Et le croisement et rétrécissement de tous ces chemins peuvent être planifiés dans la partition ou aussi laissés aux interactions, c'est-à-dire si on permet un peu les actions accidentelles d'intervenir à certains moments. Une partition de composition, donc, n'a pas de format préalable. Ça peut être dans de différents formats. Ça ne dépend pas de médias ni de canaux sensoriels définis. Ça peut être sur la touche ou sur d'autres choses. C'est pour ça qu'il n'existe aussi pas de codage unifié, de certaine manière. C'est-à-dire que le codage fait partie de la composition, du processus de création. Mais si on a un objectif, on peut trouver une partition adéquate à cette buts précises et trouver une sorte de manière de créer une forme mentale qui va décrire la relation entre tous ces acteurs dans ce champ d'action. Ça peut aller de systèmes d'écriture, mais aussi des inscriptions corporelles. La forme dépend sur l'idée. Ce qui n'est pas nouveau, mais juste pour dire que ça a beaucoup d'affaires que je veux dire. Alors, je veux juste aussi dire un peu sur la transparence qui fait partie de Native Alien, c'est-à-dire les musiciens commencent avec un son et c'est le premier son qui est enregistré. On pourrait naturellement avoir de banques de données, de sons préalablement enregistrés. On ne fait pas ça dans Native Alien. La pièce commence avec le premier son et tout le matériel est transparent pour l'auditeur. C'est-à-dire c'est toujours ouvert, la pièce. Et l'ordinateur apprend en temps réel. Le joueur, en quelque sorte, éduque Native Alien de cette manière. C'est-à-dire il donne à jouer, à apprendre. Mais Native Alien aussi inspire le joueur de manière très clairement. Et c'est-à-dire il y a une interaction qui est tangible, qui est transparente aussi. Et les auditeurs peuvent suivre le processus d'apprentissage et les qualités d'apprentissage pendant la pièce se déroule. C'est très important parce que ça donne un esprit de complicité à l'audience qui participe d'une certaine manière, parce que sans cet esprit d'ouverture, on ne peut pas rien apprendre. Voilà. Après quelques années, et en fait, après beaucoup d'années de travail avec ce dispositif, j'ai eu quelques réflexions sur certaines énigmes esthétiques qui sont apparues dans cette pièce. Et on dit que ce sont des bœufs avec des charges lourdes qui s'avancent lentement. Et c'est un peu comme ça que les idées, les pensées sur la pièce sont arrivées il y a 3 ans, 4 ans, presque 10 ans après le commencement de la recherche. Ça arrive. Voilà. Une chose que j'ai remarqué, qu'il n'y a aucune possibilité dans ce dispositif d'avoir une musique rythmée. Il n'y a aucune pulsation possible, parce que les pulsations doivent venir d'une analyse du musicien qui ne joue pas de manière réglée et d'une manière avec un temps qui est vraiment organisé. Aucun humain peut faire ça. C'est pour ça si chaque moment d'inexactitude est amplifié plusieurs fois par le système. C'est-à-dire, même si un musicien commence avec quelque chose qui est de ce point de vue humain, ça va devenir flou dans le système.
C'est impossible d'avoir une pulsation régulière dans ce système. Autre problème, il n'y a aucune clôture, aucun sens de clôture. Il n'y a aucun sentiment que maintenant c'est bon, c'est fini, on y est arrivé. Ça n'existe jamais. Et plus gravement, si on laisse, c'est-à-dire on a un improvisateur qui joue, et à un moment donné, l'improvisateur s'arrête et le système joue seul. Après 3 ou 4 minutes, ça devient ennuyant. Et les auditeurs humains trouvent que l'improvisation de NA seul est moins excitante. Malgré, il y a toujours des choses intéressantes qui se passent. Il y a toujours quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire, ce n'est pas que les 3 minutes sont au début et après, ça devient pas intéressant. Si on coupe n'importe quelle partie, si on a peut-être enregistré 50 minutes d'improvisation seulement du système, et on coupe les 3 dernières minutes, le public, un auditeur humain va trouver les premières 3 minutes très intéressantes, et après, ça perd tout l'intérêt. Je me demandais pourquoi. On a entrepris plusieurs tentatives pour régler ce problème, de manière d'introduire des facteurs de phrases, facteurs de finalité, de fade-out, toutes sortes de choses, de décideurs externes, mais ça n'aidera rien parce que c'est toujours un humain qui doit le déclencher à un certain moment. En fait, la pièce n'a jamais été jouée avec la machine seule. Il y avait toujours ce que j'appelle un chef, pas chef d'orchestre, mais chef d'ordinateur, qui ne produit pas le son, mais qui règle le comportement un peu du système. Et à un moment donné, je réalisais que ces énigmes peuvent être dues à un certain comportement temporel qui est dans un système algorithmique comme celui-là et qui est différent d'un comportement musical des humains. Voilà, juste une petite, je ne veux pas m'expliquer plus tout ça, mais c'est très clair que dans la musique ou dans ce qu'on utilise comme musique, les formes temporelles sont les formes les plus en avance de la pensée, c'est-à-dire on parle beaucoup de la sonorité, on parle beaucoup de toutes sortes de choses, harmonie et toutes sortes de choses comme ça. Mais en fait, la chose qui vraiment agit sur nous, c'est la temporalité. Et comme dans une pièce de théâtre, aucune chose sur scène peut être neutre. Il y a toujours quelque chose qui... S'il y en a quelque chose sur scène, ça prend une signification théâtrale. Et comme ça, chaque événement temporel dans un contexte de musique devient quelque chose de significateur. Et voilà, c'est pour ça que les formes temporelles sont cruciales, on peut dire, sont essentielles pour comprendre les difficultés qu'on a eues. Alors, j'ai pensé quelles sont les formes du temps en musique. Il y a d'abord le temps propre, je vais expliquer tout ça, le temps propre du son, le temps de respiration, le temps d'archive, le temps de frappe, de rythme élastique, de simultanéité et non-simultanéité, et le temps représenté et non représenté, et le temps enroulé et le temps déplié. Dans l'algorithmique, il y a d'autres formes de temps, le temps de la machine, le clock, le temps propre du processus de calcul, les vitesses élastiques du calcul, la simultanéité en tant que simulation et la paratemporalité. Je vais tout expliquer très vitement. Alors, le temps propre du son musical, chaque son évolue dans le temps et demande donc un certain temps propre à lui. Chaque son a son propre temps. Les pratiques musicales souvent traitent ce problème de différentes manières. On peut soit manipuler le son tant qu'il dure, c'est-à-dire faire des manipulations sur le son tant qu'il dure,
où on peut raccourcir le son pour ne pas concentrer sur le son même. C'est le cas du piano, par exemple. Le piano est un instrument où le son est tellement raccourci que le discours peut être seulement sur les notes, sur tout ça qui est composé sur papier. Et les notes sont des abstractions, et le piano, c'est la réalisation la plus pré-électronique, la plus courte d'un son qu'on peut avoir. Et c'est pour ça que aussi, souvent, même dans les classes de piano, le pédale qui génère une sorte de sonorité plus étenue est vraiment une chose, un hot button issue, c'est-à-dire c'est très très difficile à gérer le pédale dans une musique de piano. Et souvent, ce sont de grandes controverses sur le pédale, parce que en fait, c'est la réalité sonore qui rentre avec le pédale distrait du fait de la composition. C'est-à-dire les tons propres du son ont un certain impact et on peut les utiliser ou non. Ça dépend un peu aussi du fait que toutes les techniques musicales non électroniques sont soumises à des limites physiques naturellement. La limitation par le souffle, la longueur de l'archet, l'amortissement des vibrations est une forme temporelle fondamentale dans la musique, à tel point que les techniques permettant de la surmonter, en apparence, peuvent être d'une grande importance musicale. C'est-à-dire tout l'attrait très métaphorique et esthétique de mélodie infinie dans la musique romantique, ou le bourdon. J'ai noté que chaque pièce aujourd'hui que j'ai entendue était un bourdon fondamental. Bon. C'est-à-dire ce sont des formes très importantes qui essaie de créer des formes de non-finitude, infinitude. Il y a de non-simultanéité, c'est-à-dire on peut, dans la musique, réagir sur les choses simultanément, c'est-à-dire surtout le contrepoint ou la harmonie sont des formes de simultanéité qui sont très importantes, et la non-simultanéité devient importante pour ça. C'est aussi dans un autre sens, c'est très important, parce que beaucoup de musique fait en fait qu'on growing older together by the music lasts, c'est une manière de penser la relation entre l'auditeur et la performance. C'est-à-dire on rentre dans le même flux de temps, et c'est très important pour l'esthétique. Je vais sauter un peu parce que je veux parler de rythme élastique aussi, c'est-à-dire, comme je dis avant, chaque humain a un temps élastique qui dépend de son corps, c'est-à-dire le cœur ne bat pas à un rythme égal tout le temps. Et ça, c'est clair dans la musique, c'est très clair. On a des mécanismes de règlement pour ça, on a des chefs d'orchestre et tout ça. Et si on a une technologie qui peut produire de régularité, pour le faire fonctionner avec des musiciens réels, il faut toujours une sorte d'humanisation, humanizing. C'est-à-dire de créer de choses artificielles, de l'élasticité. Naturellement, les musiciens utilisent ça esthétiquement dans le rubato, par exemple, qui est une sorte de super accent sur cette élasticité. Et c'est-à-dire, le temps évolue dans la musique dans la mesure où il y a différence, naturellement. Si la musique refuse de la différence, elle peut créer un état de non-temps. C'est-à-dire, on est dans le temps, mais comme la musique ne bouge pas, on a l'impression que le temps ne bouge pas non plus. C'est-à-dire, c'est une représentation esthétique, pas dans la vie normale, c'est-à-dire, ça existe dans la musique, le non-temps existe dans la musique, mais pas dans la vie normale. Et on peut exprimer ces différentes formes de représentation du temps dans la musique. Voilà, et on a le temps enroulé dans les répétitions, qui ne sont pas jamais des répétitions, ne sont pas jamais des cercles, sont toujours des spirales, mais on a l'impression qu'on revient sur la même chose. Il y a une sorte d'arrêt sur le temps dans une répétition,
Et naturellement, on a les drones et le face shifting qui font aussi cette impression. Voilà. Dans la machine, on a le temps machine et la chronométrie qui remplacent les formes de temps humain, qui sont toujours fixées sur l'épuisement et l'amortissement, la dissipation, la finitude. Et lorsqu'on a l'électronique, on a une production de sonorité sans fatigue, le temps de Dieu chrétien. Les formes temporelles de processus musicaux aussi reproduisent l'énergétique des processus corporels, mais les formes électroniques jouent des processus avec une énergie infinie. Maintenant, je vais prendre en 2 minutes plus parce que je ne suis pas prêt. Le processus algorithmique travaille avec des fréquences de millions de fois plus rapides que notre vie, notre fréquence sonore, c'est-à-dire pour un ordinateur, une mélodie, une fréquence, un son est pareil comme pour nous une montagne, ça ne bouge pas. Un son est pratiquement immobile dans le temps pour un ordinateur. Et c'est pour ça, comme on est éveillé, on peut sauter ici et là dans la sonorité parce que ça ne bouge pas dans le temps de l'ordinateur. Et le temporal complexity range de l'algorithme, tous les algorithmes qu'on a maintenant, est beaucoup au-dessous de la vitesse sonore. Ça veut dire que le temps propre du processus ne joue aucun rôle dans le processus algorithmique qu'on fait. Et on n'a pas, dans un ordinateur, on n'a pas la pulsation élastique, mais on a les vitesses élastiques, c'est-à-dire chaque processus prend de notre temps. Et ça veut dire qu'on peut vraiment faire des algorithmes qui simulent, dans le temps de processus, des élasticités humaines, mais c'est toujours une simulation. Voilà, c'est ce que je dis, c'est toujours une simulation. On n'a pas une vraie synchronicité au sein d'une machine parce que toute machine est séquentielle. Toute simulation, toute simultanéité et synchronicité est simulée. Et pour tout ça, on peut dire que la machine est paratemporelle, et hors de notre temps. Et ces besoins temporels ne sont pas des besoins temporels de la fréquence sonore. Voilà, on a les deux tabelles. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de potentiel de conflit. Mais là où il y a un potentiel de conflit, il y a aussi un potentiel de créativité. Et je pense que travaillant avec Native Alien, c'était vraiment un moyen de découvrir que ces conflits sont vraiment très très durs à résoudre et que peut-être pour une prochaine fois qu'on fait un tel logiciel, il faut penser à intégrer ces conflits dans l'esthétique, dans le travail esthétique de la pièce et pas comme on a fait de circumventions. Oui, on peut autour, mais il faut l'intégrer vraiment. C'est de patch-ups et pas de structure propre. Voilà. Comme ça, on a des résolutions pour les problèmes, les énigmes esthétiques, mais on veut progresser sur ce chemin. Et si on veut progresser, il faut toujours penser. Je crois que c'est aussi pour les pièces qu'on a écoutées aujourd'hui. C'est très important de penser le temps humain, la perception sonore, le temps humain et le temps de machine dans le même cadre. Ce ne sont pas deux choses différentes. Et si on les traite comme deux choses différentes, on va toujours se confronter à des énigmes pareilles. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Pour nous situer le début du développement du logiciel. Et ça se situe à peu près quand? Et puis, à quel moment et combien de pièces ont été faites à partir de ça? Juste pour nous donner une idée
du framework, comme on dit. Oui, ça a commencé en 2009 et on a commencé à utiliser Native Alien, pas sous ce nom toujours, mais dans plusieurs pièces, on pourrait dire une vingtaine de pièces. Jusqu'alors, maintenant. Et j'ai des réflexions sur d'autres pièces encore, mais il faut refaire le logiciel maintenant parce que c'est vraiment heritage software maintenant, et il faut refaire l'essentiel, de repenser un peu. Et dans le processus de repenser ça, je voudrais bien intégrer ces pensées-là sur la temporalité. Tu disais que le logiciel ne garde pas le temps si un musicien va faire quelque chose de plus groovy avec un rythme de pulsation régulière. Est-ce que c'est le résultat de quelque chose de volontaire de votre part? Non. Non. C'est une impossibilité structurelle. Dans la prochaine version, à ce moment-là, l'ordinateur pourrait devenir groovy aussi. Je veux dire, le machin on peut toujours le faire. Ouais. C'est pas un problème de le faire groovy. OK. On veut juste mettre un clock là-dessus et voilà. Mais si on ne veut pas faire ça, si on ne veut pas intervenir, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai mentionné le processus de composition. L'ordinateur devient un agent, un acteur dans le processus de composition. Et si on met un acteur sur le clock, il faut mettre tous les acteurs sur le clock. Et c'est impossible pour les humains de jouer selon un clock. Alors c'est un peu un imbalance qu'on introduit. On peut le faire, naturellement, c'est pas difficile de faire un beat. C'est la chose la plus facile. Mais de faire un beat élastique, comme un chef d'orchestre, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, on a essayé plusieurs choses. On a la phraséologie, le phrase maker, qu'on a essayé de trouver, tout ça. C'est possible, mais on a toujours l'impression de faire une sorte de correction après le fait. Et peut-être pour moi, esthétiquement, de toute manière, c'est pas satisfaisant de faire de correction après le fait. On a un résultat déjà fixe, ou un résultat qui est déjà sorti, et après on fait de petits doctoring là-dedans pour le faire conforme à une esthétique que moi, comme humain, je pourrais aimer, mais que je suis dans toute cette histoire. Je suis un des joueurs aussi, c'est-à-dire c'est pas ma volonté qui peut tout définir. Ma volonté artistique, ça peut définir le genre de jeu, mais pas le résultat précis. Oui. Je ne sais pas si j'ai une question, mais je me demandais si cette distinction que tu fais entre les grandes classes de temps humain et de temps machine pourrait trouver une analogie dans le calage des fréquences des notes qui est intervenu au moment, par exemple, de l'introduction des instruments bien tempérés, alors qu'avant, quand les gens chantaient ensemble, les fréquences étaient des fréquences humaines, puis les pièces dérivaient constamment, puis les gens s'ajustaient les uns avec les autres, puis on avait d'un côté donc les fréquences humaines, puis quand les claviers bien tempérés sont arrivés, c'est comme des machines, mais c'est arrivé plutôt des fréquences machines quelque part. Je posais une question de savoir s'il y avait une analogie. Peut-être parce que la fréquence est reliée au temps directement. Voilà. Oui, je crois on peut construire une analogie là, mais le fait réel, c'est que les musiciens font toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun musicien dans le monde qui joue juste au tempérament. Ça n'existe pas. Même le piano n'est pas juste aux formes de tempérament. Seulement les ordinateurs, c'est-à-dire les keyboards. Et là, on cherche souvent des sonorités qui obscurent ce fait. C'est-à-dire c'est vraiment il y a une résistance auditive, orale du public ou de la réception esthétique aux puretés de tempérament. Depuis toujours et jusqu'à ce jour-là. Et si on veut imposer ça, on a l'impression d'aridité tout de suite. Et je crois que chaque musicien qui travaille esthétiquement va rejeter ça de toute manière. Chaque violoniste rejette la température totalement. Le tempérament, c'est une construction, comme les notes sont une construction heuristique, on peut dire, pour se parler, pour communiquer,
mais pas pour vraiment créer des œuvres d'art. C'est le moi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Sandy. Bravo.